Bonjour et bienvenue dans le podcast La Rose qui parle. Je suis Hélène, thérapeute psychocorporelle, accompagnante des blessures de l'intime féminin, prêtresse, enseignante sur la voie initiatique de la rose et bien d'autres choses encore. À l'image de la rose et de ses pétales, mon univers se déploie entre terre et ciel. Et je cherche avant tout à diffuser un message d'amour et de connaissance qui viennent toucher le cœur de celles et ceux qui m'écoutent. Femme fractale aux multiples facettes, je te partage un peu de ma vie intérieure, de mes réflexions et de mon expérience personnelle sur les différents sujets qui m'animent et me passionnent, en espérant que tout cela trouve en toi un écho heureux. Tu trouveras un nouvel épisode chaque 2e et 4e vendredi du mois, jour de Vénus. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Qu'est-ce que la multipotentialité ? Comment est-ce qu'on sait qu'on est multipotentiel ? À quoi ça sert de le savoir et surtout qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà de ce dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. C'est une thématique que j'ai déjà pu aborder il y a déjà quelques mois de ça sur mon compte Instagram. Et à chaque fois que j'ai pu en parler, je me suis rendu compte que ça suscitait beaucoup de réactions, d'intérêt, de questions aussi. Et voilà, mon envie, c'est de partager aujourd'hui comment je me suis rendu compte moi-même de mon caractère multipotentiel, enfin en tout cas de mon fonctionnement multipotentiel. J'avais envie de parler de toutes les prises de conscience que j'ai pu avoir par rapport à ça, toutes les découvertes que j'ai pu faire, et aussi de parler voilà, des obstacles par rapport à ça, et des choses que j'ai pu mettre en place au quotidien pour me rendre la vie plus fluide et plus agréable. Et voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer si vous vous reconnaissez dans cette particularité. Avant d'aller plus loin, je pense que ce qui serait pas mal, c'est de faire peut-être un petit point de définition parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est que la multipotentialité. On en entend pas mal parler maintenant. C'est vrai que de plus en plus, c'est un sujet qui revient et notamment sur Instagram. Moi, la personne à laquelle je me réfère principalement en France ici sur ce sujet, c'est Élodie Crépel. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder son compte Instagram. Elle a écrit plusieurs livres sur le domaine des atypies. Et selon sa définition à elle, en fait, la multipotentialité, c'est la capacité d'une personne à exceller dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'aspect professionnel de sa vie ou aussi au niveau de ses centres d'intérêt, de ses passions. En tout cas, c'est la capacité à démontrer des intérêts, des talents et des compétences dans des domaines diversifiés. Alors bon, dit comme ça peut s'appliquer à beaucoup de monde. Mais la différence ici, pour, on va dire, resserrer un petit peu le focus et faire le distinguo entre quelqu'un qui serait super curieux et quelqu'un qui est multipotentiel, c'est ce que Élodie Crépel désigne comme étant le caractère d'intensité. C'est-à-dire que l'intensité avec laquelle on va dépenser de l'énergie, du temps et s'intéresser et développer toutes ses compétences et ses capacités dans ces différents domaines va faire la différence avec juste quelqu'un qui est d'un naturel curieux et qui s'intéresse à beaucoup de choses. Je voudrais revenir un petit peu sur le terme exceller parce que c'est vrai que ça peut mettre la barre assez haute finalement, dans le sens où on est quand même dans une société où on valorise beaucoup le fait on est très perfectionniste en fait et qu'on a déjà soi-même du mal à se définir comme étant quelqu'un d'excellent dans son domaine. Mais en fait, l'idée là par rapport à la multipotentialité, c'est surtout de se dire que les autres principalement nous renvoient à cette excellence. C'est en fait plutôt un mécanisme de miroir qui fait que
même si nous, on n'arrive pas forcément à se considérer comme excellent dans plusieurs domaines, eh bien les autres vont naturellement venir nous chercher pour notre expertise là-dessus, vont venir nous chercher pour nos capacités, nos talents, nos facilités, à tel point qu'on va s'apercevoir qu'on est considéré par notre entourage comme une référence dans ces différents domaines qui nous passionnent et qui nous occupent. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on est parfait dans chacun de ces domaines, mais par contre ça veut dire qu'on a des compétences supérieures à la moyenne dans ces différents domaines. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que c'est un fonctionnement qui n'est pas très très valorisé non plus par notre société actuelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société d'experts et de spécialistes, et notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat, moi je m'en suis rendu compte, j'ai rapidement entendu dire qu'il fallait trouver sa niche. Alors moi ça m'a toujours beaucoup fait rire ce mot, parce que quand on me dit il faut que tu trouves ta niche, j'ai l'impression un peu qu'on me parle comme si j'étais un chien et qu'il fallait que j'aille me coucher à la niche. Donc ça m'a toujours un petit peu interpellée. Mais tout ça pour dire que voilà, on nous demande quand même assez rapidement d'être un spécialiste, d'être un expert dans notre domaine et de nous identifier et de nous présenter comme tel. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui alimente un peu, je trouve, ce système d'étiquette. C'est-à-dire qu'on va très vite être catégorisé, étiqueté par l'extérieur et par soi-même comme étant spécialiste de. Alors que pour quelqu'un qui est multipotentiel, c'est hyper compliqué de se retrouver là-dedans et ça peut même devenir très souffrant. Et on va voir pour quelles raisons. Ce que j'aime bien aussi dans la définition que Élodie Crépel donne de la multipotentialité, c'est qu'elle compare le fonctionnement cognitif d'une personne multipotentielle à un écran d'ordinateur avec 36 000 onglets ouverts en permanence. Voilà, ce qui est typiquement mon cas, au sens propre comme au sens figuré, parce que j'ai un ordinateur avec toujours 15 000 onglets d'ouvert, et en plus dans ma tête c'est un petit peu la même chose, il y a plein de dossiers et voilà, et il y a toujours plein de choses actives en même temps, à plein régime, H24. Donc au niveau des caractéristiques, c'est vrai que le multipotentiel c'est ça en fait, c'est cette curiosité exacerbée avec énormément d'intensité qui va donner cette particularité d'avoir beaucoup de mal à choisir de se focuser sur une seule chose, et notamment au niveau de la carrière professionnelle. On va avoir beaucoup de mal à choisir et à s'engager en fait dans une carrière spécifique. Pourquoi ? Non pas parce qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on n'a pas d'idée, mais simplement parce qu'on a envie de faire trop de trucs et qu'on ne sait pas par quoi commencer et par quel bout prendre les choses. Moi j'ai remarqué aussi que la multipotentialité, et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, elle peut s'appliquer à d'autres domaines de vie, notamment à la sphère relationnelle, et aussi, en tout cas ça a été mon cas, ça a été source d'une grande réflexion aussi sur la sphère spirituelle. Donc ça je vais y revenir. Mais en tout cas, ce qui est aussi très présent, je trouve, par rapport à l'expression de la multipotentialité, notamment chez moi, c'est le cas, c'est la grande capacité d'adaptation et la grande créativité, avec du coup aussi une tendance à se lasser assez rapidement des choses, c'est-à-dire qu'on va témoigner d'un enthousiasme frénétique et débordant quand on va découvrir un truc qui va nous faire tilt. Donc on va s'adapter, on va intégrer très vite les choses, on va avoir quelque chose un peu monomaniaque où on va plonger vachement vite en profondeur là-dedans, et en même temps ça va nous ouvrir sur tellement d'autres trucs. C'est un peu comme si on rentrait dans un couloir où il y a 15 portes à gauche et 15 portes à droite et qu'il fallait toutes les ouvrir, et donc ça devient très rapidement assez ingérable. Et il y a en même temps ce grand besoin en fait de mouvement et de renouvellement qui fait que la personne multipotentielle, elle va fuir beaucoup l'ennui et la routine. Et ça, c'est tout à fait mon cas. Et moi, en fait, quand j'ai commencé vraiment à réfléchir là-dessus à titre personnel, je me suis
très rapidement, j'ai fait coïncider en fait la multipotentialité avec le chemin d'individuation jungien. C'est comme si en fait je me rendais compte que le fait d'être en constante évolution pour aller toujours au plus proche de soi faisait que je me mettais à approcher toutes mes facettes, toutes mes parts pour tenter de les réunir dans une cohésion et dans un dialogue amoureux en fait. Et c'est comme si il y avait plein de gens assis à la même table à l'intérieur de moi et que j'essayais constamment de trouver une cohésion et de faire coexister tout ce petit monde. J'ai aussi souvent l'image de la boule à facettes en fait qui me vient quand je pense à la multipotentialité. Et je pense d'ailleurs qu'on est un peu tous des boules à facettes, mais je reste convaincue qu'il y a des boules qui ont plus de facettes que d'autres. Voilà, donc ça c'était pour présenter un petit peu le contexte. Et il y a aussi un autre point que souligne Élodie Crépel et sur lequel je voudrais revenir, m'attarder un petit peu, c'est le fait que pour elle, la multipotentialité relève d'une forme d'atypie. En tout cas, alors neuroatypie, je ne sais pas, mais en tout cas d'atypie, ça c'est clair. Et je sais que ça peut faire un peu grincer des dents les puristes avec la question des atypies parce que j'ai une belle sœur qui est neuropsy et quand je lui ai parlé de la multipotentialité en lui demandant si elle connaissait, elle m'a regardée avec des yeux ronds comme des soucoupes en mode un peu sceptique. Du genre mais qu'est-ce que c'est encore que ce nouveau truc et cette nouvelle étiquette, voilà, donc elle est restée assez prudente par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a finalement assez peu de ressources en France encore sur la multipotentialité. D'après ce que j'ai compris et ce que peut en dire quelqu'un comme Élodie Crépel, on a beaucoup plus d'études, de recherches et d'ouvrages qui ont été menés par des auteurs anglo-saxons et américains. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai depuis longtemps la conviction que j'ai un fonctionnement atypique, même si j'ai jamais voulu me faire diagnostiquer parce que j'en ressentais pas le besoin tout simplement et que j'avais pas vraiment envie de m'enfermer encore une fois dans une étiquette supplémentaire. Mais par exemple, voilà, ça fait plusieurs années que je sais que j'ai une pensée en arborescence et que je travaille de cette manière-là, beaucoup avec des cartes mentales, des cartes heuristiques, et que ça a aussi beaucoup favorisé mes prédispositions à la pensée symbolique et analogique, qui m'a d'ailleurs beaucoup servi pour le tarot, pour mon cheminement, par exemple, au cœur de la pensée égyptienne et tout un tas d'autres choses. Et je sais aussi que je fais preuve de ce qu'on pourrait appeler une forme d'hypersensibilité. Alors là aussi, c'est un terme générique un peu fourre-tout qui recouvre une réalité peut-être différente selon les personnes. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pris le temps d'étudier, on va dire, ma sensibilité personnelle et d'en dessiner un peu les contours et de comprendre qu'il pouvait y avoir sur certains aspects une forme d'hypersensibilité. Donc encore une fois, je fais pas de tout ça un étendard, c'est pas du tout un truc identitaire, j'y tiens pas particulièrement, vraiment au quotidien plus que ça, mais c'est simplement que ça m'aide à mieux me comprendre et surtout à m'accepter davantage et à être beaucoup plus douce avec moi-même, surtout quand je sens que ce particularisme en fait autour de la multipotentialité crée chez moi des tensions et avec le souci le décalage en fait de ne pas correspondre aux attentes du monde à l'extérieur de moi et que j'ai du mal en fait à coller aux injonctions ou à une éventuelle norme extérieure. Alors moi j'ai découvert ça finalement il n'y a pas si longtemps que ça, cette histoire de multipotentialité, même si j'avais déjà conscience d'un certain nombre de choses, je n'avais pas regroupé tout ça sous ce terme. Je suis tombée par hasard sur plusieurs comptes Instagram, dont celui d'Élodie Crépel, et tout de suite j'ai été happée en fait. Tout de suite j'ai été interpellée, je me suis énormément reconnue dans ce que je lisais et dans ce qui était décrit.
Et ça m'a permis en fait de faire une forme de rétrospective sur mon propre fonctionnement depuis, j'ai envie de dire depuis l'adolescence en fait, avec tout l'intérêt que j'ai pu avoir pour, par exemple, la dimension artistique. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de théâtre, de chant, de musique. J'étais déjà à l'époque multi-passionnée par tout un tas de sujets. Alors même si ça tournait toujours un peu autour du même pot, mais même pendant mes études universitaires, je plongeais dans certains domaines philosophiques, artistiques, ésotériques, littéraires, poétiques, avec une frénésie insatiable. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je découvrais quelque chose qui m'intéressait, ça m'amenait toujours plus loin, toujours ailleurs, ça n'en finissait jamais. Et on revient un peu aux poupées russes dont je parlais dans le premier épisode sur Marie-Madeleine. Mais ça a toujours été hyper présent en fait chez moi. Et choisir une voie professionnelle, en fait, chez moi, ça s'est fait un petit peu par défaut. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment où je me suis posé la question, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre et de chant quand j'étais étudiante, vraiment à haute dose. Et je me suis dit, est-ce que je tente le conservatoire d'art dramatique à Toulouse à l'époque ou pas? Je me suis posé la question, et puis finalement, je pense que j'ai été rattrapée aussi par entre guillemets, la pression familiale et le souci d'intégrer une voie professionnelle plus conventionnelle. Donc j'ai passé le CAPES et l'agrégation et je suis devenue professeure d'italien au sein de l'éducation nationale, où j'y suis restée pendant 17 ans. Et où très rapidement, en fait, je me suis sentie hyper à l'étroit, en fait. C'était très compliqué parce que il y avait cette part de moi extrêmement créative qui n'arrivait pas à s'exprimer et qui n'arrivait pas à trouver le contenant pour s'exprimer de manière adéquate. Donc même si le fait d'enseigner et de transmettre était pour moi une source de grand plaisir et d'immense satisfaction, parce que j'ai toujours adoré ça, et d'ailleurs ça continue, même si le sujet a changé, ça a été pour moi très rapidement hyper souffrant, à tel point que j'en suis tombée malade et que le corps en fait m'a rappelé à l'ordre en me disant bon là il faut vraiment que je fasse quelque chose, je peux pas rester là-dedans. J'avais l'impression d'être à la fois atrophiée et complètement schizophrène, parce que finalement à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à d'autres sujets, j'avais l'impression d'avoir une double vie en fait, une double vie dont je ne pouvais pas parler avec mes collègues, et mes centres d'intérêt ne collaient absolument pas avec ceux des gens que je fréquentais en salle des professeurs. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais on va dire que les 10 premières années où j'ai entamé ce parcours de reconversion sans qu'au départ je le nomme comme ça, et où j'ai plongé dans notamment le tarot, peut-être la première, et puis dans tous les autres domaines qui n'ont cessé de m'intéresser depuis, ça a été une espèce de frénésie d'études, de lecture, de formation, où en fait très clairement j'étais intéressée par tout. Je ne savais pas par quoi commencer, je touchais à tout en même temps, j'ouvrais 1000 portes, et c'était très compliqué pour moi de savoir me diriger en fait. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, à me retrouver en fait dans ce labyrinthe-là et à trouver mon fil rouge. Alors le tarot est quand même resté très très longtemps ce fil rouge-là, parce que c'est lui qui a été le support, on va dire, ça j'en ai déjà parlé, le support privilégié de mes explorations, ce qui m'a amené finalement à l'astrologie, à l'histoire des religions, à la kabbale, à l'alchimie, à la philosophie, à plein de choses. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu assez rapidement la sensation de me disperser, et c'était très très inconfortable. Bon, depuis ce temps-là, le truc qui est resté, c'est que je lis toujours plusieurs livres à la fois, au moins 3, et que j'ai toujours au moins 3-4 projets sur le feu en même temps, avec plein de listes de post-it, de machins, avec des idées, des notes dans tous les sens, dans mon ordi, dans mon téléphone. Enfin voilà, ça c'est mon quotidien. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, je me suis pas demandé si c'était normal ou pas, et si ce mode de fonctionnement portait un nom ou pas. En tout cas, il y a eu quand même une
je dirais plutôt une zone de souffrance par rapport à ce mode de fonctionnement dont j'étais quand même assez inconsciente et que je considérais plus comme une tendance à la dispersion chronique que comme une source d'épanouissement et de réalisation en fait. Et voilà, et plus je tentais de contrecarrer cette tendance à la dispersion, notamment en me jugeant et en me disant que je m'y prenais mal, que je n'étais pas capable de terminer ce que j'avais commencé, que c'était quand même insupportable d'être comme ça, blablabli, blablabla. Plus je tentais de rentrer dans un moule que je pourrais qualifier d'unitaire et de spécifique, et plus je me sentais mal finalement. Donc tout a vraiment commencé à changer quand j'ai fait péter le carcan et que j'ai quitté l'éducation nationale en 2019. Alors tout d'abord en me mettant en disponibilité avant de démissionner cette année. Et là vraiment tout a commencé à changer quand je me suis lancée à temps plein dans l'entrepreneuriat, parce que je me suis très vite rendu compte que le fait de devenir entrepreneur allait me fournir le cadre parfait pour créer un métier qui me ressemble vraiment et qui soit en fait non pas quelque chose que je fais pour dire que je fais, mais qui soit le prolongement de qui je suis dans toutes mes facettes. Et toutes les propositions que j'ai pu faire depuis lors n'ont été que finalement le reflet de moi-même, de mon évolution et de mes centres d'intérêt et de ce par quoi je suis passée. Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un éventail assez large finalement de propositions qui me permettent d'exprimer toutes les différentes facettes de ce que je suis là, ici et maintenant. Donc on va avoir effectivement tout l'aspect enseignante à travers mes formations en ligne, à travers toutes mes transmissions et mes programmes. Bon, mais ça c'est resté, de toute façon, l'enseignante, je crois que chez moi c'est vraiment ce qui prédomine. Ensuite, il y a tout l'aspect thérapeute, avec les accompagnements individuels, que ce soit les accompagnements en ligne ou les soins en cabinet que je peux proposer à mon cabinet à Brive. Il y a aussi tout l'aspect prêtresse de la rose et mirophore, avec la prêtrise notamment, tout l'accompagnement initiatique que je propose, alors en ligne, en présentiel et au cours de certains déplacements sur des lieux sacrés, on va dire mini voyage initiatique. Donc en fait, il y a toutes ces casquettes-là qui font que je peux aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, exprimer toutes ces parts de moi et toutes ces facettes. La difficulté, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure un peu plus en détail, mais ça aura été pour moi de trouver le fil rouge et de le rendre intelligible pour ma communauté, pour les gens auxquels je m'adresse, pour mes clientes, pour les personnes qui font appel à moi et qui viennent me trouver en tant que référence sur ces domaines en question. Mais en tout cas, ce que j'ai pu repérer en termes de principales difficultés sur ce chemin d'apprentissage à travers la multipotentialité et les obstacles principaux en fait qui ont été les miens, c'est déjà de commencer plein de trucs et de ne rien finir et de prendre ça pour de l'éparpillement. Et de me juger avec ça au lieu de me dire en fait tu vas pas te refaire, t'es moulé comme ça, t'es paramétré comme ça, donc accepte à un moment donné que y a des trucs que tu vas commencer mais que tu vas pas finir, et puis il y a des trucs que tu vas commencer et que tu vas aussi finir, mais si tu vas pas au bout, c'est pas grave. Donc arriver à se lâcher la grappe avec ça a été et c'est encore un vrai sujet. En tout cas, cette question de l'éparpillement, chez moi, elle est venue mettre en évidence la question centrale de la gestion de mon énergie et de la perte de mon énergie, notamment à travers ce que j'appelle la fatigue chronique, qui est ultra présente chez moi, au niveau physique et au niveau mental. J'ai vraiment un vrai souci par rapport à ça, et donc le fait de m'éparpiller
et parfois d'avoir ce fonctionnement en fait de multipotentiel, ça a accentué cette tendance à la fatigue chronique, et il a fallu que je mette en place beaucoup de choses dans ma vie quotidienne pour pouvoir colmater les brèches. L'autre difficulté aussi, c'est la difficulté du coup de ne pas savoir prioriser. Parce que quand tu as envie de faire plein de trucs en même temps, à un moment il faut bien commencer par quelque chose, et là tu te dis oui, mais par quoi je commence? Donc ça a aussi été un apprentissage de hiérarchiser, prioriser. Et ça en fait, ce qui m'a aidée, c'est de venir sentir là où moi ça me faisait vibrer, là où ça me faisait pétiller, c'est-à-dire de commencer par la chose qui, là, maintenant, me donne le plus de joie. Et en fait, ça a été le fait de me relier à mon chakra sacré, en fait, à ma zone désirante, pour sentir là où je dois prioriser. Alors bien sûr, il y a des fois où je vais prioriser de manière peut-être plus analytique et plus pragmatique, mais la plupart du temps, si c'est lié à de la création, à de la créativité, et que j'ai plusieurs trucs à la fois qui sont là, je vais aller me concentrer et focuser d'abord sur le truc qui me donne le plus de joie, le plus de plaisir, le plus d'enthousiasme, et c'est par là que je commence. Et l'expérience m'a prouvé qu'en général, quand je m'écoute à cet endroit-là, ça fonctionne. L'autre difficulté, c'est l'impression de ne jamais décrocher vraiment, parce que mon cerveau il turbine en permanence. J'ai, comme je le disais, tellement de trucs qui tournent en boucle dans ma tête, et une espèce parfois de surcharge de créativité qui ont pu me mener à la charge mentale excessive, et j'ai eu des épisodes de burn-out, clairement, où il a fallu que je m'arrête. Il a fallu que je stoppe tout, que je ferme tous les livres, tous les onglets sur l'ordinateur, que j'arrête d'écouter des trucs sur YouTube, que j'arrête d'écouter des podcasts, que je stoppe toutes les sollicitations extérieures, parce que ça devenait trop en fait, parce que je m'auto-alimente moi-même dans cette espèce de bouillonnement intérieur. Et un autre effet pervers de ça, c'est qu'en fait, la plupart du temps, je réalise que je n'ai pas assez de temps pour tout faire et pour mettre en place tous les projets que j'ai envie de mettre en œuvre. Et donc là, c'est la porte ouverte à la frustration et à l'impatience. Donc là, il faut aussi apprendre à gérer ces émotions-là, parce qu'elles sont parfois extrêmement souffrantes. Il y a aussi le fait que comme je le disais, je me suis beaucoup jugée, beaucoup comparée, et surtout face à ce que j'appelle les unicistes, c'est-à-dire ces personnes qui ont cette capacité, elles, à se focusser sur une seule chose, et qui sont passionnées en fait par une seule chose et pas par 50, les copines astrologues qui font que de l'astrologie, les copines thérapeutes qui font que de la thérapie, et qui en dérogent pas en fait, parce que c'est leur truc, c'est leur dada, c'est leur machin. Et des fois je suis là à les envier et à me dire mais waouh, oh là là, qu'est-ce que ça doit être confortable d'être là-dedans finalement, parce que moi des fois j'ai l'impression de m'épuiser. Et puis ce truc de jamais se sentir suffisamment experte ou spécialiste dans un domaine, qui me donne souvent le fameux syndrome de l'imposteur et le sentiment de ne pas être légitime. Mais là encore, je me soigne. Et l'autre truc aussi qui a été compliqué et qui peut l'être encore, c'est que le fait d'être multipotentiel, ça génère une difficulté chez moi à me présenter et à me définir pour interagir socialement avec les gens de la vraie vie. C'est-à-dire que quand on me pose la question, quand je rencontre quelqu'un que je connais pas et qui me dit « Alors, et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et là, c'est la panique à bord. En fait, je ne sais jamais quoi répondre, parce que en fait, ça dépend du moment et de la phase dans laquelle je suis, parce que je peux être parfois plus dans la transmission, parfois plus dans le côté prêtrise, plus dans le côté thérapeute, plus dans le côté... voilà. Alors, c'est vrai qu'on est confronté comme ça au regard des autres, qui sentent le malaise. Donc, ça met tout le monde
dans la gênance et du coup j'ai préparé un petit discours, on va dire officiel là-dessus, où généralement je réponds, je suis thérapeute psychocorporelle et j'aide les femmes sur le chemin des blessures de l'intime. Voilà, bon, c'est la réponse que je fais habituellement. Donc en général ça se passe bien. Et après, selon le degré d'ouverture de la personne que j'ai en face de moi et que je vais capter, que je vais sentir, je vais peaufiner, affiner, enrichir ma réponse ou pas. Déjà pour éviter de me mettre mal à l'aise moi et de mettre mal à l'aise la personne en face de moi et de devoir rentrer dans des trucs où je vais me justifier, où je vais m'enfoncer et où ça va être complètement contre-productif en fait. Mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est encore parfois très inconfortable. Donc moi, la multipotentialité, elle m'a, surtout ces derniers mois, et à travers les prises de conscience que j'ai pu avoir, elle m'a poussée à mettre en place un certain nombre de choses et à activer des leviers de résolution et de transmutation, je dirais presque, de sublimation de toutes ces difficultés-là pour me rendre la vie plus facile au quotidien et pour faire en sorte que ce que j'ai pu parfois considérer comme une tare, entre guillemets, devienne ma plus grande richesse et ma plus grande source de créativité. Donc déjà, la première solution que j'ai trouvée, c'est de déléguer à mon assistante Aurélia, que je remercie ici au passage. Si tu m'écoutes Aurélia, force à toi et merci de m'accompagner au quotidien, parce que c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui me soulage pour répondre aux mails, pour faire l'interface avec mes clients, pour faire mes pages de vente, pour faire des visuels, des campagnes de newsletter, enfin toutes ces choses-là on ne se rend pas compte et on ne sait pas en fait quand on n'est pas entrepreneur soi-même et que on est créateur de contenu, on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière et à quel point en fait ça crée une charge mentale supplémentaire qui est ultra fatigante. Donc moi, le fait d'avoir Aurélia à mes côtés, c'est vraiment hyper précieux. Et au-delà du fait qu'elle me soulage énormément sur toutes ces tâches techniques, elle est aussi force de proposition et elle est aussi quelqu'un qui m'amène des idées, qui me fait des suggestions, et qui m'éclaire aussi par ses propres compétences à elle, et notamment le fait qu'elle est formée au Human Design. Ça a été une grosse clé aussi, parce qu'elle m'a fait une synthèse de mon profil HD sous le prisme de mon entreprise. Et c'est vrai que les clés qu'elle m'a données m'ont grandement aidée à assumer ma multipotentialité et à en faire une force en fait. Donc notamment dans la nécessité pour moi de m'organiser et de planifier mes journées et mes semaines de manière hyper précise, avec l'utilisation des bons outils de planification, des bons outils de projection pour m'aider à sortir mes idées de ma tête, pour planifier mes semaines. Alors quand c'est mes semaines avec mon fils par exemple, je vais avoir un emploi du temps qui sera pas le même que quand je suis seule, parce que évidemment le rythme de mon fils va conditionner le mien. Je vais généralement travailler entre 8h et 17h, le temps qu'il est au collège, et puis après je suis un peu obligée de décrocher pour être présente et disponible pour lui. Même si des fois je me fais engueuler parce qu'il me dit « Maman, tu travailles trop, mais t'es encore en train de travailler, mais qu'est-ce que tu fais ?» Bon, voilà. Mais j'essaye quand même de ralentir quand il est là, et quand il n'est pas là, c'est vrai que je peux avoir des horaires quand même assez différents, où je vais m'organiser vraiment en fonction de mon rythme à moi. Mais ça, c'est vraiment une première, la toute première des choses que j'ai mise en place, c'est d'activer les outils de planification, d'organisation et de vision de mes projets, de mes semaines, de mon emploi du temps, etc. De hiérarchiser les tâches, donc comme je l'expliquais, en fonction de mon désir et du pétillement au fond de ma culotte. Et puis ensuite, c'est prendre en compte dans l'organisation de mes journées
la nécessité pour moi d'intégrer là-dedans mes rythmes personnels en termes de repos, de gestion d'énergie, comme je le disais, que ce soit par rapport à l'alimentation, à mon sommeil, à l'exercice, faire un peu de sport, donc aller à la piscine 3 fois par semaine, faire des siestes parce que j'ai besoin de faire des siestes, sinon la plupart du temps je peux pas fonctionner en fait. Donc ça c'est hyper important, il faut que je puisse me ménager au moins 20 minutes dans la journée où je vais faire ma pause, où je vais couper les stimulations extérieures, donc je vais réguler en fait ce qui peut venir rajouter chez moi du stress oxydatif, de la charge mentale, la sensation d'être submergée, d'être sollicitée, où ça peut être très compliqué aussi pour moi parce que je sais pas ne pas répondre aux gens et que je me fais fort en tout cas j'essaye, hein. Des fois il y a sûrement des loupés et des ratés, mais j'essaye toujours de répondre à tout le monde parce que je trouve ça déjà tellement gentil quand les gens m'écrivent et viennent me partager des choses que je me vois pas ne pas répondre et que je tiens à le faire moi-même et pas à le déléguer à mon assistante. Mais parfois ça me submerge en fait. Parfois il y en a tellement trop que ça devient compliqué. Donc garder du temps pour la solitude régénératrice, pour le sommeil, le repos, la piscine, pour mes routines aussi. Alors même si au sujet des routines, forcément le fait d'être multipotentiel, en tout cas chez moi, se traduit par le fait que je n'arrive pas à avoir de routine régulière sur le très long terme. Donc là aussi, les routines, elles vont changer selon les saisons, selon mon état psycho-émotionnel, physique. Et même s'il y a des constantes, je vais adapter mes routines selon tout ça, selon aussi mon cycle menstruel, selon tout un tas de choses qui va faire varier. Et là aussi, je me suis lâché la grappe parce que pendant longtemps, je me suis fustigée de ne pas être capable d'avoir des routines spirituelles matin, midi et soir et blablabli et blablabla et de pas méditer assez, de pas faire ci, de pas faire ça. Jusqu'au moment où je me suis dit non mais en fait, tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas programmé comme ça, donc arrête de te faire mal. Voilà. L'autre chose aussi que j'essaie de mettre en place, c'est de garder du temps pour mes études personnelles de formation continue, parce que moi je continue toujours à me former en permanence et que j'ai besoin de ça parce que ça me stimule, hein, on l'aura compris. Donc là aussi dans mon emploi du temps, j'essaie de ne pas garder du temps que pour être productive pour les autres, mais aussi de garder du temps pour moi et pour ma propre nourriture intérieure. J'ai aussi besoin d'extérioriser et de parler de mes projets à des personnes ressources. Alors ça, c'est une grosse clé aussi pour moi, pour canaliser ma multipotentialité, pour m'aider à avoir de la clarté, pour m'aider à envisionner, comme on dit, mes projets, et pour tout simplement brainstormer. Moi, j'ai mon assistante, bien sûr, pour ça, mais j'ai aussi un cercle de personnes proches avec qui je vais parler de mes projets et ça va m'aider vraiment à canaliser cette sensation d'effervescence, de bouillonnement qui parfois est compliqué à canaliser et à gérer. Sur le plan psycho-émotionnel aussi, moi je m'aide beaucoup avec les élixirs floraux et notamment les fleurs de bac parce que les fleurs de bac, je trouve que pour la canaliser, accompagner en tout cas la multipotentialité, elles sont super. Moi, les 3 que j'utilise régulièrement, c'est impatience. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Wild Dot, qui est la folle avoine pour la dispersion, et Rockwater pour le côté perfectionniste, intransigeante et hyper jugeante avec moi-même. Mais il y en a plein d'autres, hein, et ça dépend de chacun et de chacune et des difficultés en fait que vous allez rencontrer par rapport à votre profil multipotentiel. Je voudrais terminer avec 2 derniers aspects de la multipotentialité, mais de manière assez rapide. Il y a la sphère relationnelle et amoureuse, moi dans laquelle aussi j'ai pu constater l'expression de ma multipotentialité, et où en fait le multipotentiel s'articule toujours dans une dialectique avec la quête de l'un.
avec un U majuscule. Que ce soit sur mon parcours amoureux ou sur mon parcours spirituel, j'ai pu faire preuve d'un certain polythéisme amoureux. Alors, non, j'ai jamais été dans le polyamour, mais par contre, j'ai eu une période où j'ai multiplié les rencontres et les expériences parce que j'ai eu vraiment besoin d'aller à la rencontre de moi-même et de mes véritables besoins et de ce qui me correspondait vraiment. Et dans cette quête, en fait, je savais que je cherchais l'homme avec un grand H qui allait réunir toutes les qualités que je cherchais dans une seule et unique personne. Mais bon, j'ai vite compris que c'était pas possible. Par contre, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était pour moi un véritable processus de remembrement et de réunification de mon masculin intérieur, à l'image de la déesse Isis qui va reconstituer le corps décomposé en 14 morceaux de son mari Osiris. Et donc c'est sûrement pas pour rien aussi que j'ai cheminé sur une voie isiaque et que j'ai fait ce cursus de prêtrise sur la voie égyptienne avec Isis. Je pense que ça avait beaucoup de sens en fait parce que l'intrication de mon chemin amoureux et spirituel, elle se situait vraiment à cet endroit-là, c'est-à-dire cette quête de l'un à travers le multiple. Et c'est vrai que dans mon parcours spirituel, il y a eu un petit peu à travers la spiritualité égyptienne, alors qui est peut-être plus énothéiste que polythéiste. Énothéiste dans le sens où il y a en fait plus un Dieu unique, on va dire, qui est dont va émaner plusieurs faisceaux, plusieurs énergies divines qu'on appelle les Nedjer en Égypte, mais qui ne sont en fait que des émanations de son unicité en plusieurs rayons. Donc il y a quelque chose d'assez fractal finalement dans la spiritualité égyptienne qui correspondait, je trouve, à la configuration de ma psyché et à cette quête que je pouvais avoir de l'un dans le multiple. Et en fait, moi, ce qui m'a énormément réconciliée avec tout ça, c'est de me relier à la lignée de la rose. Comme je le disais dans le podcast, dans l'épisode précédent sur Marie-Madeleine, ou la lignée de la rose, dans le fait que pour moi, elle est l'expression de cette tradition primordiale. Ça m'a énormément apaisée dans le fait que là aussi, j'avais l'impression de me disperser, de m'éparpiller à travers différentes traditions et à jamais réussir à trouver la tradition à l'intérieur de laquelle j'allais pouvoir cheminer pour me coller une étiquette et me dire mais voilà, moi je suis ci, moi je suis ça, etc. pour faire comme les autres. Et en fait, simplement, je chemine à l'intérieur de cette lignée-là qui est multiple et qui est une à la fois. Et où finalement, elle est une œuvre vraiment de réunification et d'intégration de l'un dans le multiple. Et toutes ces divinités, tous ces archétypes, toutes ces énergies avec lesquelles je peux travailler, collaborer au sein de la lignée de la rose ne s'opposent pas entre elles, mais collaborent en fait autour d'un message central qui est le message qui est l'amour en fait, avec un grand A. Et quand j'ai conscientisé que c'était ça mon fil rouge, parce que je crois que c'est ça la plus grosse clé que je pourrais donner et que j'ai trouvé moi sur le chemin de la multipotentialité, que j'apparente vraiment à l'image du labyrinthe et où il faut trouver son fil d'Ariane pour aller jusqu'au centre et en ressortir. Eh bien moi mon fil rouge c'est l'amour, parce que l'amour en fait c'est la substance qui anime tout ce que je fais, que ce soit sur la voie de la rose à travers la prêtrise, la voie des mirophores, à travers les enseignements vénusiens, même le tarot et le livre que j'ai écrit s'appelle le tarot de l'unité, quoi. La réconciliation des opposés à travers les polarités masculines et féminines. En fait, je me suis rendu compte que ce que je prenais pour de la dispersion, c'était en fait d'une grande cohérence. En fait, c'était complètement magique. C'était une véritable mosaïque que j'étais en train de rassembler. Et c'est l'amour qui fait la colle. Voilà, c'est vraiment ça. C'est l'amour qui fait la colle entre tous ces petits tessons, tous ces petits morceaux de moi que je rassemble
pas à pas et que je tente d'unifier pour en faire un tout beau et cohérent. Et tout ça me renvoie à une phrase que j'avais reçue un jour en méditation auprès d'Isis et j'avais entendu « Tu es le delta de tous mes affluents ». Et cette phrase m'avait énormément marquée et là je retrouve en fait finalement l'essence de mon chemin de femme fractale et de femme multipotentielle. C'est que elle m'avait là, Isis, donné une clé essentielle de ma fonction de prêtresse et de ma fonction tout court, en fait, de ma contribution au monde. C'est que je me rends compte en fait qu'aujourd'hui mon expertise à moi, c'est de faire et de tisser des liens entre les différents sujets qui m'animent, de les mettre en évidence, ces liens, pour les rendre visibles et intelligibles aux autres. Et en fait, c'est comme si j'ai fini par comprendre que je suis une créatrice de passerelles, un peu à l'image de cet arcane de l'amoureux du tarot qui me suit et qui me poursuit, parce que j'en ai quand même 3 dans mon référentiel de naissance. Et en fait, aujourd'hui, je fais de mon mieux pour essayer de valoriser cette multipotentialité, alors comme un atout et pas comme un problème à résoudre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je constate que ça me pousse à améliorer ma communication, notamment sur les réseaux, à clarifier, à revenir sur des choses qui pour moi sont évidentes mais qui en fait ne le sont pas forcément pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas le même cheminement que moi, même si les gens qui me suivent s'intéressent forcément aux mêmes choses que moi, mais ils ne le font pas forcément au même rythme. Et donc j'essaye de plus en plus de faire face à la peur de me répéter, en essayant à chaque fois de changer de perspective, de redire et réitérer le même message, mais finalement en variant les portes d'entrée, en variant les supports, en variant les manières de dire les choses. Parce qu'à un moment donné, je sais que tel ou tel support, telle ou telle manière de faire va venir percuter peut-être ne serait-ce qu'une seule personne, mais qui n'avait pas entendu le message avant et qui tout d'un coup là va l'entendre. Donc je me suis rendu compte que en fait, je suis ma propre niche, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'entrepreneuriat et par rapport à la multipotentialité. C'est que moi, la multipotentialité, elle m'amène à faire ce que je suis et à être ce que je fais. Voilà, à parler de mes processus intérieurs, à rendre tout ça compréhensible, à témoigner de mes étapes, de mes phases, de mes avancées, de mes reculades apparentes. Et ça aussi, je pense que c'est une part essentielle de mon message et qui, j'espère, peut être inspirant pour d'autres personnes qui peuvent se reconnaître aussi dans ces processus-là. Et pour moi, embrasser ma multipotentialité, finalement, c'est honorer ma créativité foisonnante comme cette fameuse source inépuisable de renouvellement de soi, parce que j'aime pas la routine, j'aime pas que ça se répète, j'ai pas envie de m'enfermer dans des trucs et je suis en perpétuelle transformation. Alors j'essaye aussi d'accepter que je ne réaliserai peut-être pas tout ce que j'ai en tête, mais en tout cas me comprendre sous le prisme de la multipotentialité, ça m'aide déjà à être beaucoup plus tolérante envers moi-même, à pas m'enfermer moi-même dans des injonctions et puis par la même occasion à pas enfermer les autres non plus. Ça m'aide à, comme je le disais au début, à m'adoucir envers moi-même et à arrêter de me considérer comme un problème à résoudre, mais plutôt comme une solution sur pattes. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Sans doute que les choses vont encore évoluer et peut-être que je reviendrai, je sais pas, dans quelques mois ou quelques années, peut-être vous en reparler de ce sujet de la multipotentialité. Si cette thématique vous parle, moi je vous invite à vous rapprocher de Élodie Crépel et de Solène Feg, qui sont deux femmes qui parlent de la multipotentialité au féminin en plus, et ça c'est hyper chouette.
Si vous avez envie de réagir à cet épisode, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez envie de me partager des choses, vous pouvez m'écrire par mail ou via Instagram. De la même manière, si vous avez des suggestions thématiques d'épisodes que vous avez envie que j'aborde dans le podcast, eh bien je suis preneuse de toutes les propositions, n'hésitez pas. Et sur ce, eh bien, je vous laisse, que la vie vous soit douce et longue vie à la rose qui parle. Rendre intelligible en fait, voilà, pour moi-même et pour les autres. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de parler de tout ça un peu dans le détail et de vous expliquer comment je vis ça au quotidien. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré et je vous dis bye bye, à bientôt pour un prochain épisode. Si tu as aimé mon partage du jour, n'hésite pas à le diffuser autour de toi et à le noter avantageusement pour soutenir et promouvoir le podcast. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode.